Bien, bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui pour parler d'initiatives positives parce que je crois qu'il n'y a... Ah oui, il faut que je lance. Il n'y a pas de lieu qui cristallise autant que les villes tout ce qui est positif et tout ce qui est négatif. Et finalement, les villes sont des lieux de réconciliation entre les extrêmes. Alors, réconciliation entre les extrêmes, on en a déjà parlé ce matin, il y a une réconciliation temporelle. Finalement, quand on le sait, la croissance des villes n'a jamais été aussi rapide qu'aujourd'hui. Ces villes qui prenaient des décennies, des siècles, des millénaires à se construire, aujourd'hui se construisent en quelques dizaines d'années. Une ville comme Chongqing, par exemple, en Chine, actuellement gagne pas loin de 200 000 habitants tous les 2 à 3 mois. 200 000 habitants tous les 2 à 3 mois. Le Havre, c'est de mémoire 180 000 habitants. Donc vous voyez ce que cela veut dire en termes de vitesse de croissance. Alors, ça paraît absolument énorme. Et c'est d'autant plus énorme quand on pense à tout ce qu'il faut construire. C'est-à-dire ce n'est pas tant un afflux de population qui est là, qu'il va falloir, qu'il faut accueillir, mais c'est toute une population qu'il faut loger. On va dire on sait à peu près le faire. C'est pas facile, mais on sait à peu près le faire. Mais il y a aussi toutes les infrastructures des villes, tout ce qu'on ne voit pas. Et là, construire des infrastructures pour 200 000 nouveaux habitants tous les 2 à 3 mois, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est des stations d'épuration, ce sont des routes, c'est du traitement de déchets, c'est de l'accès à l'énergie. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Donc il y a cette grande difficulté, je dirais, aujourd'hui, à faire se réconcilier deux temps, le temps de l'afflux de la population et le temps de la construction de la ville et des infrastructures. Mais comme on le disait tout à l'heure, la ville est également donc ce lieu de cristallisation des extrêmes. Et dans la cristallisation des extrêmes, finalement, on se rend compte que l'innovation, la ville est le lieu de l'éducation, le lieu de l'innovation, et c'est par là aussi que viennent justement des réponses, les réponses que l'on n'a pas forcément toujours aujourd'hui ou qu'on n'a pas forcément imaginées. Je vous parlais d'infrastructures à l'instant. Une ville comme Kinshasa, par exemple, a d'énormes problèmes de transport. Vous le savez, donc la ville a lancé des grands problèmes. La RATP est présente auprès de la ville pour travailler sur les infrastructures de transport en commun. Mais il y a une initiative que je trouvais particulièrement intéressante. Comment est-ce que cela a pu être rendu possible? C'est parce que c'est grâce au téléphone portable des gens. En fait, grâce au téléphone portable, on a pu faire une cartographie des déplacements. Et ça a été d'ailleurs une initiative qui n'était pas du tout une initiative de la ville ou de la mairie, qui a été reprise ensuite, mais une initiative de jeunes qui connaissaient les technologies de communication et de l'information et qui donc ont imaginé, à partir des téléphones portables, de cartographier tous les déplacements. Et c'est ce type de cartographie qui permet derrière d'apporter des réponses. Et non seulement ce sont les réponses institutionnelles de type bus classique ou infrastructures telles qu'on les connaît en Europe, mais c'est également renforcer les infrastructures locales et plus habituelles en Afrique, de type les taxis collectifs, l'usage de véhicules partagés entre différentes personnes. Une autre des contradictions à laquelle il faut répondre sont les ressources. On sait tous que les ressources ne sont pas illimitées. On a vécu, et nous, on a construit nos villes en Occident sans se poser la question finalement de la ressource. Aujourd'hui, donc, on est dans un monde dans lequel les ressources sont limitées et dans lequel, parallèlement, il y a des forts enjeux qui sont liés aux problèmes climatiques, au changement climatique. Mais ce qui est intéressant également, et là aussi on réconcilie les extrêmes, c'est que finalement les ressources sont partout et les ressources ne sont pas forcément celles auxquelles on pensait. Donc si on parle d'énergie, certes, il y a les ressources que tous connaissent, dont on a l'habitude dans un pays comme la France, c'est l'énergie nucléaire, les énergies fossiles, c'est le photovoltaïque, ce sont les énergies éoliennes.
Mais c'est aussi d'utiliser mieux, différemment, les énergies qui nous entourent. On vient d'en avoir un superbe exemple avec l'architecture qui permet de rafraîchir un bâtiment, par exemple. Donc, c'est utiliser l'énergie ou l'éclairage naturel, l'énergie de l'environnement. C'est également d'utiliser l'énergie, par exemple, sur les réseaux d'assainissement, en récupérant la chaleur sur les eaux usées pour chauffer les bâtiments. Ce sont des choses relativement classiques, qui aujourd'hui sont devenues tout à fait classiques. Alors bien sûr, on est à petite échelle, on n'est plus à très grande échelle. Et un des points là intéressants que l'on va voir aussi tout à l'heure, c'est que finalement, on est à la fois dans des villes qui ont des croissances absolument gigantesques, mais en même temps, sur lesquelles les solutions ne sont pas forcément des solutions centralisées et gigantesques. C'est un mix de solutions importantes, à de grandes tailles pour alimenter un nombre important de personnes, et de solutions extrêmement locales. Et c'est ce qu'on va retrouver dans les nouveaux modèles. Alors, il y a une table ronde ce soir qui est consacrée à l'économie circulaire. Je n'en parlerai pas forcément très longtemps, mais des exemples d'économie circulaire, il y en a de plus en plus. En France, je pense par exemple à la ville de Forbach, qui a installé des équipements, une installation de méthanisation des déchets ménagers. Et à partir du biométhane qui est récupéré, donc le biogaz est nettoyé, transformé en biométhane. Ce biométhane est injecté dans le réseau de gaz naturel. Et ensuite, il va alimenter l'ensemble des bus de la ville. Donc finalement, on se retrouve dans une ville qui aujourd'hui fait rouler la totalité de ses transports en commun grâce aux déchets. Et je dirais que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et le biométhane est utilisé donc pour faire rouler la flotte de bus, mais est utilisé également, est ouvert aux camions qui roulent au biométhane et qui peuvent venir s'alimenter à la pompe. Un autre modèle aussi qui est intéressant, c'est le modèle de l'économie de l'usage. Alors, l'économie de l'usage, vous savez, c'est cette grande tendance qui dit qu'on va de moins en moins vers la possession et de plus en plus vers l'usage des biens et services. Vous avez là, sur cette slide, une rapide présentation de ce que c'est peut-être pour un campus, mais on en a beaucoup d'exemples, par exemple, aujourd'hui. Alibaba, l'entreprise Alibaba, on en parle énormément, on fait aujourd'hui la une de la presse. Ce genre d'initiative devient de plus en plus large et de plus en plus commune un petit peu partout. Et finalement, quand on va parler d'infrastructure, l'innovation dans les infrastructures, c'est moins l'infrastructure aussi en tant que telle que les services qui sont liés. J'aime beaucoup une chose qu'a lancée la mairie de Copenhague, qui est un service de transport, alors qui est pas très loin de ce que propose Alibaba. En fait, c'est à l'aide d'une application de type application smartphone. Vous indiquez où vous voulez aller, où vous êtes et où vous voulez aller, et quand. Est-ce que c'est tout de suite? Est-ce que c'est à un autre moment? Et la réponse qui vous est faite, ce n'est pas uniquement une réponse d'autopartage, ce n'est pas uniquement une réponse d'utilisation des transports en commun, de bus, etc., mais c'est finalement ce qui est le plus adapté à votre cas personnel. Est-ce que vous voyagez avec des enfants, avec des personnes âgées, tout seul, à un moment donné, en prenant en compte le trafic, en prenant en compte les différents, là où vous êtes, là où vous voulez aller, l'heure, etc. Et donc peut-être que ce sera de partir avec votre voisin dans une demi-heure, que votre voisin vous dépose ensuite à une installation de type Vélib, que vous preniez un vélo là et que vous finissiez à vélo. Dans un autre cas, ce sera de vous rendre en taxi jusqu'à la gare, de prendre la gare, et à l'issue de la gare, il y a une personne qui vient vous chercher et qui vous déposera là où vous devez aller. Voilà, c'est pouvoir utiliser finalement toute l'offre de transport et non pas uniquement un mode de transport. Et ça, ça fait partie des innovations qui vont nous amener à imaginer les infrastructures de demain. Alors, comment est-ce que c'est rendu possible? C'est rendu possible par le smart, bien évidemment. Pascal Pic en parlait en introduction.
Quand on parle de Smart City, c'est avant tout parce qu'aujourd'hui, il y a un nombre absolument incroyable de données partout, et parce qu'on sait récupérer cette donnée et la transformer en information. En France, il y a plusieurs initiatives. Donc, chez GDF Suez, on participe à plusieurs d'entre elles. Une à Lyon et Grenoble, avec c'est une initiative de Smart Grid. Donc, il s'agit de proposer à des personnes de participer et d'adapter finalement leur consommation à la production. Donc, ils sont coupés automatiquement, leurs installations électriques sont coupées automatiquement en période de pic pendant des petites durées. Et en fait, ils ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire, quand on coupe votre chauffage électrique pendant un quart d'heure, 20 minutes, l'inertie du bâtiment est telle que cela ne diminue pas. Et là, il n'y a pas de perte de chaleur. Et en revanche, cela permet de réguler la production. Donc aujourd'hui, ce sont des tests. On regarde comment ça marche. Nous avons une autre initiative de ce type à Toulouse, qui s'appelle Smart ZAE, et qui là est sur un parc industriel. Et donc il s'agit de faire le même type d'expérimentation, mais sur des installations industrielles, de voir ce qui peut être arrêté pendant un certain temps sans gêner la production, bien évidemment, et quelles sont les économies d'énergie qui sont produites. Ces nouveaux modèles, ce sont aussi des nouvelles collaborations. Alors, je crois qu'il y a une chose qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville, finalement, les acteurs de la ville sont nombreux. Et la ville se construit ensemble. Donc, quand on parle de PPP, et ici, je voudrais parler de PPP, mais il ne s'agit pas d'un mode contractuel, il ne s'agit pas d'une manière de passer des contrats, il s'agit juste d'une réflexion dans laquelle on peut se dire que le public, le privé et people et les gens, le peuple, finalement travaillent ensemble et sont ensemble les acteurs de la ville. Je voulais vous faire part d'une initiative qui est portée par le WBCFD, c'est le World Business Council for Sustainable Development, qui a été fait avec ICLEI. ICLEI, c'est un des plus grands réseaux de villes. En fait, le président d'ICLEI a demandé au WBCFD de travailler ensemble pour imaginer les infrastructures de demain. Donc finalement, et ce qu'il nous disait, c'était la ville se construit, les maires, les acteurs des villes se construisent, mais ils ne peuvent pas le faire sans les habitants, ils ne peuvent pas le faire sans les entreprises, que ce soit les grands groupes ou que ce soit les PME. Et donc on est allé voir 5 villes, on les a écoutées, et puis on a travaillé avec eux pour imaginer, planifier de nouvelles infrastructures. Et là-dedans, les entreprises apprennent autant. Il ne s'agit pas de dire c'est pas du conseil, il s'agit de construire ensemble. Et se construire ensemble, on le voit aussi avec les gens qui habitent la ville. Je vais en finir par là. Il y a beaucoup actuellement, on parle beaucoup de tableau de bord ville. Un tableau de bord ville, c'est un système sur lequel, sur un smartphone, on peut avoir la totalité de l'information. Alors, le maire ne va pas avoir la même information que l'opérateur des transports, par exemple, ou que son directeur général des services. Mais là, ce que je veux dire, c'est que l'information vient de tout le monde. L'information, c'est moi qui vais pouvoir la donner, par exemple en prenant une photo d'un candélabre cassé, en l'envoyant directement avec mon téléphone. Et derrière, cela génère tout un certain nombre d'actions. Donc c'est du bidirectionnel, ce n'est pas uniquement dans un seul sens. Et ça se construit ensemble. Mais de la même manière, sur de nouvelles perspectives, on intègre les projets qui sont proposés par les habitants de la ville. Lisbonne a fait ça, et Lisbonne est en train de reconstruire à des gros projets de régénération urbaine qui ne sont pas uniquement des projets programmés par la municipalité, mais qui ont été proposés par des groupes de citoyens. Et cette collaboration, je pense, est la plus grande source d'innovation pour construire les infrastructures de demain. Et je terminerai uniquement avec un mot d'Éric Orsena, qui disait que les villes sont le lieu où les civilisations se construisent. Et je pense qu'effectivement, c'est un des lieux sur lesquels le plus réfléchir et trouver toutes les innovations pour avoir les meilleurs lieux et centres de vie. Merci.